Voilà. Sur la dernière partie de cette, après la revue de presse, après Claude Janvier, eh bien, nous avons la chance on va décortiquer le théâtre d'ombre, les politiques. C'est un exercice intellectuel très intéressant et moi, je ne m'en lasse pas, en particulier avec mon ami Laurent Martin-Saint-Léon. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Ils nous gâtent, nos politiques, je trouve quand même, pour qu'on puisse gloser sur ce qu'ils peuvent, leur représentation, le théâtre d'ombre quand même qu'ils représentent aujourd'hui. On le voit bien avec le budget. On ne voit pas d'ailleurs trop ce qu'il va en advenir. À un moment donné, je pense, je ne sais pas quelle est votre analyse, mais Michel Barnier va bien être obligé de siffler la fin de la récréation. On aura bien à un moment donné, je suppose, un 49.3, parce que entre le budget tel qu'il a été présenté, proposé en recettes et maintenant en dépenses, même pas, puisqu'on n'a pas encore voté, je crois, la section recettes. C'est tout à fait différent, évidemment, de ce que le gouvernement avait proposé, la commission des finances étant, semble-t-il, tenue par, entre autres, le nouveau Front populaire. Absolument, elle est tenue par Éric Coquerel. En l'espèce, ce qu'on peut déjà dire en propos liminaire, c'est que le déficit budgétaire n'arrête pas de filer. Cette semaine, il est passé à 6,2%. On était sur 6,1 il y a encore quelques jours. Donc on se demande comment ça va se terminer à la fin de l'année, c'est-à-dire quel sera le déficit final au mois de décembre. On pourrait peut-être envisager du 6,3 ou du 6,4 au train où vont les choses. Donc c'est catastrophique pour les finances publiques. Pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale, effectivement, continue ses travaux et il y a fort à parier pour que ça se termine par un 49.3. Le fait du jour aujourd'hui, c'est l'amendement qui a été déposé par le groupe Rassemblement national sur l'abrogation de la réforme des retraites. Or, c'est un amendement qui est destiné à l'échec puisqu'il a été vidé de sa substance en commission par les députés qui ont malignement retenu simplement l'article 3 qui vise à financer une éventuelle abrogation de la réforme des retraites. Et cet article 3 prévoit ce qu'on appelle en langage parlementaire un gage, c'est-à-dire la façon dont on finance une mesure qu'on veut abroger. Et ce gage, le Rassemblement national avait proposé une surtaxe sur les tabacs. Or, ce qui est un classique. Ce qui est un classique. Yael Braun-Pivet va exciper aujourd'hui l'article 40 de la Constitution qui interdit de faire financer une mesure par une autre mesure de hausse d'impôts. Et ça va permettre aux parlementaires de considérer que la proposition déposée par le Rassemblement national est irrecevable. À partir de là, on va avoir, comme d'habitude, le théâtre qui va se mettre en place, en effet, puisque le Rassemblement national aura beau jeu, et c'est bien normal, de dénoncer le fait que finalement les parlementaires ne veulent pas de l'abrogation de la réforme des retraites et que le groupe du nouveau Front populaire est en contradiction avec ses engagements de campagne. Et en même temps, on aura la gauche et le bloc central unis cette fois-ci pour dénoncer l'impéritie du Rassemblement national dans la constitution de son mécanisme. Donc voilà, on est sur ça pour l'instant. Donc comme vous avez dit fort justement, effectivement, il y a un moment donné où Michel Barnier va effectivement vouloir siffler la fin de la récréation et il va la siffler à coup de 49.3. Ça va se terminer comme ça. Là, on part pour 15 jours de bataille parlementaire dans l'hémicycle. C'est là que c'est intéressant parce que ces 15 jours-là sont quand même une source de danger pour le gouvernement. On sait par expérience que quand il y a une telle tension, et je crois que sous la Ve République, on n'a jamais connu une telle tension pour l'examen d'un projet de loi de finances, on ne sait pas ce qui peut en résulter. De là, avoir des renversements d'alliance, je n'y crois pas. Les trois blocs vont se faire face, comme toujours. Il est à noter que le Rassemblement national a pris un tournant un peu libéral ces derniers temps en se manifestant contre l'abrogation contre l'abrogation de mesures destinées à réinstaurer des taxes. Donc, il est venu en aide, en l'espèce, au monde entrepreneurial. C'est pas courant de sa part, en tentant de limiter, notamment, il y avait une volonté de modifier le régime d'allègement de charges sur les heures supplémentaires, et le Rassemblement national s'y est opposé en maintenant les allègements de charges sur les heures supplémentaires. Donc ça, c'est une inflexion un peu nouvelle de la part du groupe RN qui sera à scruter. C'est une recherche de crédibilité. Ils envoient des signaux en disant « Regardez, on est sérieux. » Absolument.
contre le monde de l'entreprise? Est-ce que ça suffira? Alors, que ça permette de tisser des liens avec le monde entrepreneurial, c'est possible. Qu'en revanche, ça fasse basculer une partie de l'électorat classique de la droite parlementaire traditionnelle, ça, c'est autre chose. Malheureusement, on sait bien que, enfin, malheureusement, heureusement, ça dépend de quel point on se positionne, mais la pensée libérale en France, lorsqu'elle a une traduction politique, sa traduction politique, en général, est assez faible. Alain Madelin l'avait expérimenté en son temps. Donc il y a toujours des limites à ce genre d'exercice sur le plan électoral. En tout état de cause, c'est un nouveau positionnement que vient contrebalancer de l'autre côté le projet de loi qui est examiné aujourd'hui sur l'abrogation de la réforme des retraites, puisqu'on sait que là, en revanche, le patronat est farouchement opposé à une abrogation de la réforme des retraites. Évidemment. Mais il n'y a pas un seul parlementaire qui ne sache pas qu'aujourd'hui, cette abrogation ne se fera pas. On sait déjà qu'elle va être l'issue des débats de ce soir, puisque Yael Braun-Pivet va exciper l'article 40. Donc, on est en effet, on continue, ce que je me suis permis de dire à chaque fois que vous m'avez courtoisement et gentiment invité, on est dans la continuité du théâtre d'ombre, et pendant ce temps-là, le déficit budgétaire s'accroît. Mais le nouveau Front populaire va avoir lui-même une niche, je crois, parlementaire, lui permettant de sortir son propre texte d'abrogation de la réforme des retraites prochainement. Oui, qui ne sera pas voté non plus. A priori, il n'y aura pas de majorité non plus. Il n'y a pas de raison pour que le Rassemblement joigne ses voix à celle du nouveau Front populaire si celui-ci ne l'a pas fait. Le RN avait pris l'initiative en premier, justement, pour ne pas se voir couper l'herbe sous le pied sur ce sujet-là. Donc après, de toutes les façons, on est dans le jeu de dupes, de toute manière. Ça ne se terminera certainement pas par une abrogation de la réforme des retraites, du moins pas pour l'instant. Dans les jeux de dupes, nous avons parlé avec Claude Janvier tout à l'heure et peut-être un commentaire sur la prochaine élection du nouveau patron de Renaissance. Elisabeth Borne a jeté l'éponge et l'éphémère Premier ministre Gabriel Attal a normalement un boulevard devant lui. Oui, alors j'avoue que pour commenter ça, j'ai un peu difficulté parce qu'effectivement, il a un boulevard devant lui. Gabriel Attal, c'est 6 mois de sociétal. Je dis 6 mois parce que c'est important. On peut bénéficier d'une retraite de Premier ministre quand on a 6 mois d'ancienneté dans la fonction. Lorsque Emmanuel Macron a dissous, Gabriel Attal n'en avait que 5 et ça lui a permis de prolonger un peu. Donc désormais, il est Premier ministre comme ses prédécesseurs avec les avantages inhérents à la fonction. C'est pas fondamental, mais c'est quand même important de le préciser. En l'espèce, le député des Hauts-de-Seine va prendre la tête du groupe Renaissance, en effet, mais enfin, il faut voir l'hémicycle quasi vide en ce moment lorsqu'il y a des débats. Une photo dans les Échos où on voit Gabriel Attal remonter l'escalier des tribunes parlementaires quasiment seul. Donc voilà, encore une fois, le spectacle parlementaire à l'heure actuelle a quand même quelque chose d'assez préoccupant. Il y a un manque d'enthousiasme. Il y a un manque d'enthousiasme absolument. Au soutien du gouvernement Barnier. Absolument. Il y a un manque d'enthousiasme au soutien du gouvernement Barnier. Il y a un manque d'enthousiasme à la politique générale. Michel Barnier a une cote de popularité assez moyenne, déjà un peu en baisse. On sait qu'il est fatigué puisqu'il a eu une opération ce week-end, une petite opération sans gravité, mais chez un homme de cet âge-là, c'est toujours important. Et donc, nécessairement, on voit bien qu'effectivement, il y a déjà un essoufflement. Il n'y a pas vraiment un effet Barnier. Il y a peut-être plutôt, et encore, il faudra le pondérer et voir ce qu'il donne dans le temps, un effet Retailleau, quoique, puisque la récente visite au roi du Maroc pose question. Dans la même délégation, on a Yacine Bellatar et Bruno Retailleau. C'est quand même plutôt l'alliance de la carpe et du lapin, même s'ils ne sont pas ensemble et que, contrairement à Sébastien Lecornu, il n'y a pas eu d'étreinte entre Bruno Retailleau et Yacine Bellatar. Mais il n'en demeure pas moins que là, on est vraiment dans le cœur de la contradiction. À un moment donné, en politique, il faut choisir. Alors même s'il faut donner du temps au temps, qu'il y a des expulsions qui se font, puisqu'on a appris hier qu'il y avait 41 clandestins qui avaient été expulsés vers l'Albanie, donc c'est un début, mais il n'en demeure pas moins que dans l'immédiat, quand on connaît les hostilités qu'il y a à l'encontre de Bruno Retailleau au sein du gouvernement, on se demande bien quelle sera sa marge de manœuvre. Donc c'est un gouvernement peut-être déjà fourbu, mais qui va s'imposer à coup de 49-3. Je le pense fondamentalement parce que je ne vois pas d'autre issue
au débat actuel, avec une période de 15 jours, encore une fois, qui va être un petit peu aléatoire, où on aura certainement beaucoup d'effets de manche et beaucoup de saillies. Là, le gouvernement tente de trouver des recettes fiscales, des solutions. Donc, on va vraisemblablement aussi vers la suppression d'un second jour férié. Alors lequel, d'après vous, lequel? Ah, alors ça, j'en sais rien. Qui est dans le collimateur, vous savez pas? Non, non, j'en sais rien. Moi, je parie sur l'Ascension. Mais bon, on sera vigilant, bien évidemment. Mais je ne sais pas du tout quel jour pourrait être pris en considération. Bon, à mon avis, il n'y a que l'Ascension. Oui, 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 oui. Ah, bah oui. L'Église catholique, en général, ne disant jamais rien n'a rien. Bon, les chrétiens, bon. Ils s'en félicitent, en effet. Ils se félicitent de leur propre effacement. Voilà. Donc on va bien voir, mais pour l'instant, voilà les débats fondamentaux et sociétaux sur lesquels on est, avec pendant ce temps-là des cabinets ministériels, je l'avais déjà dit, qui ne se sont pas renouvelés, c'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes que l'on croise dans les cabinets ministériels. Alors c'est intéressant quand on a des liens avec ces cabinets, parce qu'on rencontre des gens qui ont une continuité dans les dossiers, et ça c'est pratique. En revanche, c'est interpellant sur le plan du fait politique. C'est-à-dire que finalement, voilà, on a une majorité qui s'est effritée, celle du bloc central, mais qui continue de gouverner avec finalement les mêmes personnalités, les mêmes personnes que celles qui étaient présentes il y a encore 3 mois. Donc en réalité, on a eu un coup d'arrêt, on a eu les JO, et puis s'est-il vraiment passé quelque chose finalement ? S'est-il réellement passé quelque chose cet été? Il y a eu la parenthèse enchantée, voilà. Il y a eu la cérémonie des JO, il y a eu les JO de Paris, il y a eu le village Potemkin. Est-ce qu'un test, j'aimerais qu'on parle un petit peu, Laurent Martin-Saléon, si vous le voulez bien, d'Éric Ciotti, de ce qu'il représente aujourd'hui et son petit groupe. Est-ce que ce ne serait pas un test justement pour Retailleau et pour le gouvernement en général, cette proposition d'amendement tendant à supprimer 500 millions d'euros pour aider les associations pro-migrants? Ça, normalement, enfin, je sais pas, même Barnier, comment peut-on imaginer un État qui finance ceux qui cherchent à contourner la loi, puisque c'est ça, les associations de migrants. Vous avez vu les réactions dans l'hémicycle, hein. Laurent Saint-Martin a interpellé le groupe UDR et le Rassemblement national sur le sujet en les accusant de faire preuve d'un manque d'humanité flagrant. Je pense que ça va être un chiffon rouge pour Renaissance. Et c'est là où la marge de manœuvre de Bruno Retailleau est finalement très étroite. C'est que, effectivement, sur un texte comme celui-ci, si on veut une certaine cohérence, comme vous l'avez dit, on est face à des gens qui sont en situation d'illégalité. Donc, logiquement, effectivement, il ne devrait pas y avoir de soutien, surtout à des associations dont certaines sont sujettes à caution. Mais en l'espèce, il est clair que politiquement, Renaissance et Gabriel Attal n'accepteront jamais cet amendement. Après, est-ce que Éric Ciotti est en mesure de constituer des passerelles vis-à-vis de son ancien groupe parlementaire ou de ses anciens collègues parlementaires? Je ne pense pas pour l'instant, parce que la rupture entre eux a été très très forte et très violente. Et parce que finalement les relais dont jouit Éric Ciotti sont plutôt limités aux Alpes-Maritimes. Et dans l'immédiat, il essaye d'étendre son mouvement au maximum, mais c'est compliqué. Je rappellerai ce que vous savez mieux que moi, Nicolas, c'est que pour fonder un mouvement politique et pour construire un mouvement politique, il faut une pensée politique. Donc, je crois que je reviens toujours à cette jeunesse qui est très importante. Les Échos de la semaine dernière, que je les lis régulièrement parce que c'est le journal du business et du marché, donc c'est important de savoir ce que pense le marché, titrait l'impératrice von der Leyen. Tout est dit. L'impératrice von der Leyen, les États-nations. C'est le Saint-Empire romain germanique. Voilà, les États-nations se sont dérobés, c'est terminé. Et à l'intérieur du même numéro, vous avez un éditorial de Jean-Francis Pécresse qui se réjouit de l'affaiblissement des deux États-nations phares que sont la France et l'Allemagne, qui dit qu'en 2026, finalement, la question migratoire sera réglée par le pacte asile et migration, et que de toutes les façons, pour faire face aux difficultés de croissance, seule une Union européenne, dans la lignée de ce que propose le plan de Mario Draghi, est envisageable.
Donc à partir de là, tout est dit. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Les pécadilles et les problèmes qui se règlent au sein des parlements nationaux pour savoir s'il faut enlever un jour férié, rajouter un jour férié, ou alors procéder à des allègements de 5 ou de 10% sur des taxes, ne sont que des échappatoires, que des comédies, que des pantomimes destinées à nous occuper. La réalité est ailleurs et elle se joue dans la construction d'une autre Europe. On l'a souvent dit, mais alors là, c'est de plus en plus flagrant. Il y a quand même un certain nombre d'opposants à cette réforme des institutions, parce qu'il va falloir passer par une... Il n'y a pas de miracle, il faudra passer par une réforme des institutions. Normalement, les réformes des institutions, c'est la règle de l'unanimité. Oui, alors après, passer par une réforme des institutions, je crois que c'était en réponse à une question posée par le député RN Guillaume Bigot, que la ministre des Affaires étrangères a répondu que de toutes les façons, à l'heure actuelle, les demandes de visa pouvaient être délivrées par des pays autres que la France et que ça ne servait strictement à rien de mettre en place des barrières migratoires. Donc, vous savez, on en revient toujours au même problème. Richelieu disait on lie les bœufs par les cornes et les ormes par des traités. Nous sommes liés par des traités internationaux. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller beaucoup plus loin dans l'immédiat? Est-ce que c'est même la volonté de l'impératrice von der Leyen? Je ne sais pas, puisque en fait, il suffit de régner sur la Commission pour aujourd'hui pouvoir avoir un développement des actions voulues par l'Union européenne. Je ne suis pas certain qu'on soit obligé pour l'instant d'aller tellement plus loin sur le plan institutionnel, sauf si dans 2 ou 3 ans, il y a des vocations politiques qui se forment, suivez mon regard. Elles sont nombreuses et on a aussi un des acteurs, on se demande comment il a fait ce score-là aux européennes, qui est Raphaël Glucksmann, qui a dit qu'il allait consacrer maintenant l'ensemble de sa vie politique à construire cette nouvelle Europe dont vous parlez et dont parle de temps en temps Macron. Moi je pense plutôt à l'actuel président de la République. Oui, les deux. Dont l'avenir est européen. Il est bien trop jeune pour renoncer à toute vie publique. Donc, je pense que c'est plutôt lui qui va se positionner sur cet axe-là. Et c'est peut-être là qu'on aura une accélération du processus institutionnel. Je pense que von der Leyen, pour l'instant, ne fait que chauffer la place. Mais oui, mais voilà, il y a quand même des Orban, des Fixo, un certain nombre de chefs d'État qui, pour le moment, ne sont pas du tout dans une idée de réforme institutionnelle. Donc, il va falloir régler ce problème-là aussi. Il y aura ce problème-là aussi à régler. Mais donc, pour revenir sur aujourd'hui, les débats parlementaires et les 15 jours infernaux qui arrivent, bon, bah, ça va être le fruit de tout un tas d'actions de lobbying de la part de tout un tas de secteurs d'activité qui vont être concernés par des mesures de hausse de la fiscalité, puisque c'est pas autre chose. Donc la complexité est au rendez-vous pour l'actuel gouvernement, parce que malgré tout, ces actions qui sont menées pour sensibiliser les parlementaires trouvent écho auprès d'un certain nombre de parlementaires. J'ai dit tout à l'heure avec l'allègement de charges sur les heures supplémentaires qui finalement a été retoqué. Donc c'est vrai qu'il y a là une zone de danger pour l'actuel gouvernement. C'est finalement la multiplicité des actions de la part de toutes les sphères qui ne souhaitent pas un alourdissement de la fiscalité. On va arriver aussi au Salon des maires qui va avoir lieu les 20 et 21 novembre. En plein cœur du vote de la loi de finances. Et ça, c'est quelque chose qui va être aussi important, parce que la mobilisation de tous les maires qui vont être présents en porte de Versailles pour participer à ce salon peut avoir aussi un impact sur les débats, surtout si on est avec un 49.3 qui est brandi, et qu'en plus de ça, il y a un alourdissement de la fiscalité, y compris pour les collectivités locales, qui aujourd'hui sont aussi en proie à de grosses difficultés. Les départements en particulier. Département et mairie, à 1 an et demi des élections municipales. Donc là aussi, il y a des sollicitations très très fortes de la part des élus locaux. Donc on est sur une zone où c'est intéressant. Ce qui va se passer pendant ces 15 jours, 3 semaines, c'est vraiment très intéressant. Après, comme vous l'avez dit, ça ne peut se terminer que par une mesure autoritaire, parce que le 49.3, c'est une mesure autoritaire, hein, c'est pas autre chose. C'est une mesure où on dit qu'on stoppe et qu'effectivement, c'est la fin de la récréation. Et je pense que ça va se... Moi, je rappelle surtout que c'est une violation complète de 49.3 de l'esprit de la Ve République, qui était d'appliquer le 49.3 quand on avait une majorité un petit peu dissipée. Mais une belle majorité, et qu'en effet, certains disent « Ah, mais j'ai pas envie de voter ceci ou j'ai pas envie de voter cela ». Alors que là, on est sur un 49.3 de gouvernements qui sont minoritaires. C'est pas la même chose. Hein.
Ouais, absolument, c'était pour, ramener dans le rang les députés récalcitrants appartenant au Oui, même groupe on majoritaire. comprend. Ou alors à une époque, quand il y avait quelques appendices, centristes pour essayer effectivement Mmh, de les faire revenir, dans le giron, c'est ça. libéral-gaulliste. C'était ça, en effet, c'est pas autre Mmh. chose. Donc, Mmh. aujourd'hui, c'est plus du tout la même mesure, c'est une mesure de disciplinaire, il faut dire les choses, qui permettent de faire passer en force, des textes qui ne passeront Qui n'ont pas, pas de majorité, qui n'ont qui pas n'ont de pas de majorité. majorité. Tout à fait, Ça, tout à fait, c'est quand même flagrant, hein. C'est absolument. mais voilà, mais nos constitutionnalistes de plateau qui savent tout mieux que tout le monde, comme les généraux de plateau, on a pu voir le résultat avec la Russie et l'Ukraine, nous expliquent que si, c'est tout à fait respecter la lettre. Mais alors l'esprit, bonjour. Les entreprises, j'aimerais bien, parce que vous connaissez bien le sujet, vous connaissez bien les collectivités territoriales, hein, Laurent, mais vous connaissez aussi bien le monde de l'entreprise. Euh, là, on est au bord de la récession parce que si le déficit croît, passe en effet de 6,1 à 6,2 et ça va s'accroître. La raison, c'est, je pense, clairement, le fait qu'il n'y a pas les recettes fiscales attendues. S'il n'y a pas de recettes fiscales, c'est parce qu'il n'y a pas d'activité. Donc s'il n'y a pas d'activité, c'est qu'on glisse tout droit vers la récession, non? Oui, bon, on est déjà en récession, hein, de toute façon, on n'est pas, il y a pas de croissance annoncée pour l'instant. La question qui se pose, c'est quand même sur le front de l'emploi, où pour l'instant, l'emploi n'a pas encore totalement décéléré, parce que les entreprises ont eu beaucoup de peine à recruter, ces dernières années et elles sont aujourd'hui dans un maintien de leurs collaborateurs en poste, coûte que coûte. Et ça va infléchir mon propos, cette semaine, en début de semaine, l'industrie aéronautique a annoncé 2 700 suppressions de postes en Europe, chez Airbus notamment. Donc ça commence. C'est-à-dire que moi, j'avais comme l'indicateur que j'avais fixé, c'était des plans sociaux à partir du mois de décembre. Je pense que c'est ce qui va se passer. On arrive désormais à des problématiques d'emploi qui vont être de plus en plus vives. Donc effectivement, en toile de fond, le gouvernement a relancé une négociation sociale phare qui est la négociation sur l'emploi des seniors et il l'a corrélée à une éventuelle réforme de l'assurance chômage, parce que rappelons-nous que Gabriel Attal avait dit qu'il signerait le décret sur la réforme de l'assurance chômage avant de partir et qu'il ne l'a pas fait. Chat échaudé, craint l'eau froide, il ne voulait pas se mettre à dos les partenaires sociaux avant de partir. Donc une fois de plus, on a quand même, et ça c'est quand même très révélateur, un gage de l'efficacité en politique. On fait des réformes, on fait des propositions de décret, finalement elles ne sont pas appliquées. J'avoue que je n'étais pas favorable à titre personnel à cette réforme de l'assurance chômage, donc je peux que me réjouir. Le retour en négociation sur l'emploi des seniors va être très difficile parce qu'en fait, il s'entrechoque aussi avec une hausse du SMIC qui a été annoncée de 2%. Et donc, les branches professionnelles vont être obligées de renégocier leurs minima salariaux aussi pour le mois de janvier. Donc, on rentre là aussi dans une période de turbulence où novembre, décembre, janvier sont consacrés à des négociations sociales sous tension. Mais a priori, il y a une forte possibilité pour qu'il y ait un texte qui sorte sur l'emploi des seniors et à partir de là, un nouveau texte aussi sur une réforme de l'assurance chômage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui pillent actuellement l'assurance chômage, c'est l'État. C'est-à-dire que l'État prélève une ponction sur le budget de l'UNEDIC qui est considérable et que sinon, l'UNEDIC serait excédentaire. Elle est pour l'instant encore toujours un petit peu excédentaire, elle ne le sera bientôt plus si l'État continue ses ponctions. Et ça, c'est un scandale français, puisqu'en fait, les cotisations d'assurance chômage sont les cotisations des entreprises et des salariés pour financer un régime d'assurance et non pas pour financer le budget de l'État. Mais simplement, l'État a pris la douloureuse et délicate initiative de faire une ponction chaque année sur le budget de l'assurance chômage et aussi de mettre les partenaires sociaux sous tutelle en leur demandant de négocier et sinon il prendra des décrets. Là, il semble qu'il y ait eu une inflexion avec Michel Barnier et que celui-ci soit prêt à laisser les partenaires sociaux négocier. On verra bien quelle en sera l'issue. En tout état de cause, je pense qu'en 2025, le régime d'assurance chômage sera mis à forte contribution malheureusement et qu'on s'achemine à nouveau vers des plans sociaux. Parce que pour l'instant, sur le front de l'emploi, on n'a pas encore vu les effets de la crise économique que nous subissons actuellement, qui pourtant est extrêmement violente dans les entreprises. Il y a des secteurs où on est sur du moins 10, moins 15% de chute d'activité, ce qui n'est pas rien, avec des prévisions à moins 10 sur l'année prochaine, ce qui signifie qu'on serait sur une perte d'activité d'un quart du chiffre d'affaires sur l'année prochaine, sur 2025, ce qui est considérable. Comment l'expliquer? Alors, il y a le contexte international, la hausse des matières premières qui continue ses effets, le fait que l'économie américaine est en surchauffe avec une dette elle aussi extrême, l'émergence des BRICS. On a très très peu parlé du sommet de Kazan
qui se déroulait la semaine dernière, où on a bien vu la puissance désormais des BRICS, et notamment de l'Inde, de la Chine et aussi de la Russie. Hein. Il faut voir le rôle qu'a joué Vladimir Poutine dans ce sommet des BRICS. Donc il y a un environnement international, il y a une adaptation française avec effectivement des effectifs de la fonction publique assez pléthoriques, avec une dette, avec le fait qu'il y a des signaux avant-coureurs qui sont envoyés qui sont très très nocifs. Et puis, il n'y a pas d'imagination, je pense, hein, c'est le slogan de mai 68, l'imagination au pouvoir. Je trouve que dans le monde technocrate français, il y a un manque d'imagination à l'heure actuelle sur les mesures qui seraient à prendre. Et là-dessus, on applique un modèle, c'est le modèle de Bruxelles, une fois de plus. On essaye de rogner de plus en plus le modèle social français, auquel je suis très attaché, parce que forcément, il est considéré comme handicapant. Hein, ça, faut se souvenir de Jacques Delors en 1992, l'Europe sera sociale ou ne sera pas. Bon, finalement, elle est antisociale et elle est. Mais en tout état de cause, voilà, ce cumul de facteurs fait que la France et l'Europe sont en train de décélérer progressivement, avec en plus une politique étrangère qui ne lasse pas de s'interroger, si on en juge par la récente visite du président de la République au Maroc, où on est en train de créer les conditions d'un conflit entre le Maroc et l'Algérie, dont j'aimerais bien qu'on nous explique les intérêts. Parce que je ne vais pas reprendre les propos de Sarah Knafo d'avant-hier, sur lesquels je ne suis pas du tout en accord. On a une relation intime avec l'Algérie, même si effectivement, à part nous envoyer très souvent des ressortissants qui ne sont pas sans avoir posé des graves problèmes en France, et une relation déséquilibrée, ça c'est tout à fait vrai, mais on a une relation avec l'Algérie. Donc prendre position, comme ça a été fait très récemment en faveur du Maroc sur l'affaire du Sahara occidental, j'aimerais qu'on nous explique l'intérêt pour la France. Il y a beaucoup d'entreprises françaises en Algérie à l'heure actuelle, et il y a des marchés à capter en Algérie aussi pour les entreprises françaises. Donc je crois que, comme d'habitude, la diplomatie, c'est quand même la préservation des intérêts de la France et pas autre chose. Et là, je ne sais pas exactement quelle est la logique qui est appliquée dans cette logique états-unienne, peut-être. Eh ben, va savoir, Charles, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, sur l'affaire du Sahara occidental, on ne s'était jamais prononcé avec autant de netteté et de clarté qu'on l'a fait récemment. Et ça ne va pas être sans incidence pour l'avenir. Est-ce qu'il y a une volonté de réforme de l'État cette fois-ci, ou est-ce qu'on est toujours dans le gadget avec ce gouvernement, les jours de carence, le non-renouvellement d'un certain nombre de fonctionnaires une fois partis en retraite? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non, c'est le principal reproche qui est fait d'ailleurs à ce projet de loi de finances, finalement, c'est qu'il n'y a pas de réforme de l'État en tant que tel. L'État, ce sont des fonctionnaires, les fonctionnaires sont des électeurs, et il faut reconnaître que c'est compliqué pour le politique toujours d'agir sur ce volet-là. Il y a des tentatives, effectivement, peut-être d'assainir un peu, et puis on le voit dans les débats parlementaires, d'essayer d'éviter la gabegie telle qu'elle existe actuellement, mais il n'y a pas de refonte globale de l'État à l'heure actuelle en France. Non, on ne peut pas dire ça. Ce serait quoi l'imagination au pouvoir, Laurent Martin Saint-Léon, demain en France? Moi, je ne suis pas au pouvoir et je prétends surtout pas apporter plus de contributions que celles que j'ai vis-à-vis de votre émission. Je pense qu'on est sur des volets assez dangereux. On a une politique d'apprentissage qui est financée aujourd'hui, qui nous coûte extrêmement cher, même si elle est efficace pour les jeunes. Mais peut-être qu'il faudrait varier les contributions sur ce plan-là. Je pense qu'il y a des recettes à aller chercher qui sont différentes de celles qu'on va trouver à l'heure actuelle. Je ne veux pas m'étendre parce que j'ai pas de programme avéré sur la question. Ce que je constate, c'est qu'en fait, on est dans la norme. Il y a cette problématique vis-à-vis des normes européennes aujourd'hui, où là, il y a quand même un grand mensonge qui est en train de s'installer, c'est-à-dire qu'on dit aux entreprises, ne vous inquiétez pas, ces normes-là, vous n'aurez pas à les appliquer, on mettra tout en œuvre pour éviter qu'elles s'appliquent. Alors moi, c'est absolument pas le discours que je tiens. Les normes qui nous viennent de Bruxelles vont s'appliquer sous peine d'amende, hein, sous peine de poursuite pénale. C'est dans les textes. La France est la championne du monde de la transcription des directives européennes. On transcrit avec une rapidité en France qui est stupéfiante. Et un zèle. Et un zèle, absolument. Alors là, absolument. Nous sommes zélotes en matière de transcription
de zélotes et zélés en matière de transcription des directives européennes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait effectivement jouer, on pourrait ralentir le rythme, on pourrait prendre notre temps. On n'est pas obligé de transcrire avec cette rapidité. On a des administrations très diligentes. Il faut aller très très vite. On nous fixe des délais chaque année, à 2025, 2026. Bon, je prends un seul exemple qui est bien connu du monde entrepreneurial, c'est la fameuse CSRD qui va s'appliquer dès 2026 pour les entreprises de plus de 250 salariés. On n'était pas obligé de transcrire la CSRD aussi vite, on n'était pas obligé de la laisser rentrer en vigueur. Alors Bruxelles a trouvé la parade. Quand c'est une directive et qu'il sent que les États membres remettent un peu de temps pour la transcrire, à ce moment-là, il passe par le règlement qui, lui, est d'application directe et n'est pas discutable, ne fait pas l'objet d'une transcription et n'est pas l'objet d'une discussion au sein des parlements nationaux. Donc, à l'heure actuelle, on voit arriver de plus en plus de règlements. Donc là, il y a un grand mensonge. Et je crois que, comme toujours, l'affaire est européenne. Il faut dire les choses. On a vu pendant les élections européennes que beaucoup d'associations se mobilisaient contre justement le rejet des normes. Il faut dire les choses. La norme vient de Bruxelles et elle va s'appliquer. Elle va s'appliquer si le gouvernement français ne prend pas des mesures pour empêcher qu'elle s'applique ou n'impose pas. Mais comment? C'est toute la question à Bruxelles, d'éviter qu'elle s'applique. Donc voilà, si on veut faire preuve d'un petit peu d'imagination, déjà, on va donner du temps au temps, comme disait François Mitterrand, et on évite de transcrire aussi rapidement. On met un peu le pied sur le frein auprès des administrations dans la transcription, et puis on s'oppose à des règlements avec beaucoup plus de vigueur qu'on ne le fait. Il y a un règlement sur les délais de paiement qui est actuellement un examen à Bruxelles qui pourrait être extrêmement préjudiciable aux entreprises françaises. Pour l'instant, jusqu'aux élections européennes, on avait dit on va prendre notre temps, ça ne va pas s'appliquer. Et puis après les élections européennes, la Commission a remis le pied sur le starter et c'est reparti. Donc voilà, c'est notre influence en fait qui est en jeu. Je me souviens que quand j'étais à Bruxelles, j'avais à faire face, quand modeste assistant parlementaire, il y avait déjà 400 cabinets d'avocats d'affaires d'outre-Atlantique. J'imagine que depuis, ils sont encore plus nombreux. Mais c'est notre force de lobbying, c'est notre force de conviction qui doit normalement ici s'imposer. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est vraiment dans des débats qui sont bien éloignés de cette influence normative de Bruxelles qui est extrêmement forte et qui va ruiner un peu plus notre économie, puisqu'en fait, nos entreprises maintenant s'appliquent à produire de la norme et à répondre à la norme plutôt que de se tourner vers ce qui est leur fonction première, qui est de produire et de créer et de bâtir des richesses. Notre force en termes de groupe de pression, pas de lobbying. Oui. La francophonie, Laurent, enfin. Pardon. C'est quand même un gaulliste et un souverainiste comme vous. Je suis à l'amende, je reconnais. 2 questions pour terminer cet entretien très intéressant et Merci. Surtout tellement bien documenté et technique. C'est précis, moi j'aime la précision. Première question, on reparle du Mercosur, mais c'est quand même absolument incroyable. On n'en veut pas, le monde agricole n'en veut pas et c'est reparti pour un tour. Et ça continue à négocier au niveau européen? Oui, ça continue à négocier. Il y a un accord Mercosur-Bruxelles qui, avec des réticences de Paris, mais bon là-dessus, alors je suis pas le plus compétent sur le Mercosur, vous me prenez un peu en défaut après avoir fait mon éloge, c'est gentil, mais en l'espèce, ce qu'on sait, c'est que les réticences de Paris seront pas nécessairement suivies. Une fois encore, Ursula von der Leyen poursuit son bonhomme de chemin. Voilà. Mais sur ce sujet-là, j'avoue que je ne suis pas assez compétent pour aller plus loin que ce qu'effectivement j'en ai lu, c'est-à-dire une volonté européenne en dépit des réticences de Paris. Si vous avez un sujet que vous, avant que je vous pose la dernière question, un sujet que vous vouliez encore traiter dans le cadre de ce grand angle, c'est le moment, Laurent. Non, j'ai insisté tout à l'heure sur l'affaire algérienne parce que l'Algérie, c'était 2 départements français jusqu'en 62 et je n'ai pas de vision néocoloniale du sujet, c'est pas du tout ça. C'est le fait que le Maghreb est complexe, le Maghreb est fragile. Qu'en 1992, François Mitterrand s'était assis sur les résultats des élections en Algérie qui mettaient le fils au pouvoir. Il faut s'en souvenir quand même. Il y avait eu des élections qui mettaient le fils au pouvoir en Algérie à l'époque. On a vécu l'influence des GIA et un terrorisme en provenance d'Algérie qui a été très préjudiciable pour la France. Donc, il ne faut pas avoir ce discours aujourd'hui qui se tend, bien évidemment, et ça, alors là, je pense que personne ne peut me soupçonner de complaisance à cet égard, mais bien évidemment, nous devons maîtriser nos flux migratoires. Bien évidemment, la relation avec l'Algérie est déséquilibrée, mais on a une relation ancienne
avec l'Algérie. Alors évidemment, on peut se lancer dans tous les débats. L'Algérie était-elle une nation ou pas, etc. Est-ce que ça se résume pas finalement à la révolte de 1838 que le roi Louis XVIII est allé mater, etc., etc. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est de voir aujourd'hui qu'il y a des contradictions et des conflits au Maghreb et que l'intelligence de la politique française se doit d'être de ménager la chèvre et le chou. Et en l'espèce, je crois que les postures qui ont été prises ces 2-3 derniers jours au Maroc sont quand même assez surprenantes. On a une histoire intime avec l'Algérie, il faut aussi s'en souvenir. Mais et comme on a notre ami le roi du Maroc, où on avait à une époque notre ami le roi du Maroc. Non, mais on a aussi une histoire intime avec le régime chérifien, mais justement, raison de plus pour avoir une sorte d'équilibre dans ces relations. Là, on est rentré dans une zone de turbulence avec l'Algérie depuis quelques mois, qui est quand même très, 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 très violente. Hein. C'est l'affrontement aujourd'hui. Donc, et il faut savoir qu'il y a 3 semaines, il y a une touriste suisse qui a été assassinée en terrasse de café à Alger, au cri de Allah Akbar par un islamiste. Donc, on voit bien que l'Algérie est en proie à ses démons et en proie à d'éventuels nouveaux soubresauts. Donc, je ne pense pas que ce soit le moment de l'isoler. En revanche, effectivement, il faut être très ferme sur la politique migratoire, il faut être très ferme sur la réciprocité, ça je suis tout à fait d'accord, mais pas d'isoler l'Algérie au profit d'un autre pays du Maghreb. Mais on sent de toute façon, mais ça se passera peut-être en même temps en France, là je vais être provocateur, mais ça sent la révolution de couleur. Hein. En Algérie, c'est évident. Ils ont raté leur coup là, il y a quelque temps et on sent que derrière, il y a des intérêts états-uniens qui sont en jeu et que Macron n'est que le petit scribe. Et puis surtout... Ils avaient déjà raté leur coup en 62, mais bon, c'est pas nouveau. Oui, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ça divise. C'est toujours cette idée de diviser qui est à l'opposé de la politique, de la grande politique arabe de la France, qui était justement d'être... le rappeler, effectivement, on avait fait l'euro-méditerranée à un moment donné avec enfin, plutôt la franco-méditerranée, pardon, avec Henri Guénaud à une époque qui avait développé ce concept. Alors bien sûr, c'est un concept intellectuel, bien sûr qu'on est dans les grands rappels de la politique arabe de la France et du rêve d'une relation plus équilibrée avec le Maghreb. Mais malgré tout, voilà, on a quand même des intérêts liés. Et puis c'est vrai que cette relation actuelle avec l'Algérie est aussi une peine parce qu'il faut reconnaître que ce furent 2 départements français et ça, c'est un passé qu'on n'oublie pas aussi facilement. Dernière question, un pronostic pour mardi prochain, l'élection aux États-Unis? Oui, mon pronostic, c'est Trump, parce que je pense que actuellement les choses sont en train de s'inverser un petit peu. Il y a une remontée. D'ailleurs, Libération s'en est émue ce matin. Je crois que c'est la une de Libération qui lance un SOS, un cri d'alarme. On a atteint le comble du ridicule. Mon ami Régis Le Sommier a rerouté ce matin un tweet de Élise Lucet qui fait un numéro spécial avec Robert De Niro anti-Trump le 5 novembre. Donc on voit que le service public se mobilise, hein, ça fait plaisir. En tout état de cause, je pense que Donald Trump sera élu parce qu'il est dans une remontada et que les insuffisances de Kamala Harris se font jour. Voilà. On verra bien. Ça n'est qu'un pronostic, hein, effectivement. Eh ben, on le commentera peut-être aussi avec vous. On fera de toute façon une grande émission spéciale mercredi, peut-être très tôt le matin, pour pouvoir voir être parmi les premiers à donner ou à voir les tendances et durant toute la matinée. C'est ce que je souhaite en tout cas à nos internautes pour pouvoir commenter tout au long de la matinée de mercredi. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Nicolas. De vous être rendu disponible et à très bientôt. Donc, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.